Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Dans l'actualité aujourd'hui, la situation sanitaire continue de se dégrader en Vendée. Le taux d'incidence est désormais de 377 cas positifs pour 100 000 habitants, contre 247 il y a seulement une semaine. En milieu hospitalier, 65 patients Covid sont soignés, c'est 10 de plus que mercredi dernier. Et parmi ces 65 hospitalisations, 14 personnes restent sous surveillance en réanimation, soit 4 personnes de plus que la semaine dernière. Et conséquence de ce rebond de l'épidémie et de cette 5e vague, le gouvernement a donc annoncé la fermeture des discothèques pour 4 semaines pendant cette période des fêtes. Autre mesure publiée dans un décret de ce mercredi, à partir de vendredi et pour 4 semaines également, il sera interdit de danser dans les bars et les restaurants. Un contexte sanitaire qui ne permet pas à certaines entreprises du secteur de l'événementiel d'aborder cette période de Noël et du Nouvel An dans les meilleures conditions. Les traiteurs, par exemple, voient leur planning s'alléger après des annulations en cascade. Exemple à Aizenay dans ce reportage de Pierre Dalicieux. Dans quelques heures, un groupe de 110 retraités est attendu pour un repas de fin d'année. 110 personnes au lieu des 180 prévus à l'origine, et peut-être même moins au dernier moment. On a mis le couvert pour 110, ce qu'ils ont réservé. Je pense qu'on aura à la dernière minute 10-15 couverts de moins. Je pense, généralement, c'est ce qui se passe depuis 15 jours. Une tendance qui ne rassure pas les deux gérantes et leurs maris respectifs, car cette fin d'année risque d'être très compliquée à gérer financièrement. La semaine dernière, en une journée, on en a eu 5 annulations, donc des comités d'entreprise, cocktails de mairie, de choses comme ça. Donc ça représente des repas de 180, 150, 90 personnes. Donc on devait avoir des week-ends très complets et là, sur les 15 jours, on a diminué de moitié. En cuisine, difficile de se projeter avec les annulations en cascade. Impossible de gérer les plannings comme en temps normal. Et en bout de chaîne, ce sont les salariés qui travailleront moins que prévu. On commence une semaine de travail sur la planification. Genre ce week-end, je devais avoir tous mes salariés à travailler. Et je leur ai annoncé hier que personne ne travaillera ce week-end. Voilà, on est obligé de réduire le personnel pour le week-end. On n'a plus personne ce week-end, donc voilà, donc c'est nous en tant que co-gérants qu'on va travailler à leur place. Une situation qui concerne l'ensemble des métiers de la restauration et qui inquiète un peu plus que lors des précédentes restrictions. Aujourd'hui, tout le monde espère des aides de l'État. Nous, l'objectif a toujours été de travailler, de gagner notre chiffre d'affaires et de faire fructifier nos entreprises. L'aide de l'État nous permet aujourd'hui certainement de ne pas fermer, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, l'État nous a aidés. Vous avez vu dans le secteur, il n'y a pas beaucoup de défaillances. Les défaillances sont moindres. Mais là, demain, si ça continue, s'il n'y a pas d'aide de l'État, mais je peux vous dire que pas mal d'entreprises vont mettre la clé sous la porte. Un point positif tout de même, lors des précédentes fêtes de fin d'année, la vente à emporter avait très bien fonctionné ici. Et ses gérants comptent bien la remettre en place en cas de besoin. Et direction désormais les communes de l'Aiguillon-sur-Mer et de La Faute-sur-Mer. À partir du 1er janvier prochain, les deux municipalités fusionnent pour devenir la commune nouvelle de l'Aiguillon, la Presqu'île. Le processus était engagé depuis plusieurs mois et les habitants devaient voter entre 3 propositions pour un nouveau nom. Alors que pensent les habitants du nom l'Aiguillon, la Presqu'île ? Grégoire de Châtillon s'est rendu sur place pour le savoir. C'est officiel, sauf contre-ordre, dès le 1er janvier prochain, il faudra dire l'Aiguillon, la Presqu'île. C'est donc le futur nom de cette création de commune nouvelle. Désormais, les habitants de l'Aiguillon-sur-Mer ainsi que ceux de La Faute-sur-Mer sont avertis. Je trouve que c'est une très bonne solution pour l'attractivité du territoire. Bon, ça va, on ne sait pas comment ça va se passer. Si au moins ça peut économiquement faire avancer les choses, c'est très bien. Sinon, ça ne sert à rien. Un regroupement historique pour ces deux communes voisines, quasiment siamoises. Elles ne sont séparées que par le fleuve du Lay. On a bien vu que les deux villages restaient, et ça, c'est ce que souhaitait une partie de la population, que la Faute-sur-Mer ne soit pas effacée, que l'Aiguillon-sur-Mer ne soit pas effacée. Donc les deux villages restent, puisqu'ils deviennent désormais 2 communes déléguées, avec les maires qui restent maires des communes déléguées, que ce soit Laurent Huget pour la Faute ou moi-même pour l'Aiguillon-sur-Mer. Donc c'est important. Si les habitants des deux villages ont plutôt dans l'ensemble accepté le projet de commune nouvelle, en revanche, son nouveau nom, l'Aiguillon, la Presqu'île, lui, ne fait pas l'unanimité, surtout du côté des habitants de La Faute-sur-Mer. Certains pensent qu'ils vont perdre leur identité. C'est un peu du n'importe quoi. La Presqu'île, ça a toujours été La Faute-sur-Mer, parce que nous sommes une presqu'île.
Personnellement, moi, j'aurais bien voulu qu'on garde la Faute, compte tenu qu'on habite à la Faute. On aurait pu appeler l'Aiguillon la Faute. Bon, mais c'est pas ce qui a été retenu. Maintenant, la décision revient au préfet. Moi, je suis arrivé ici en février 2021. Je suis arrivé pour être à la Faute-sur-Mer et je suis un peu déçu que dans le nom de la commune ne reste pas au moins maire et que le nom de la Faute disparaît complètement, quoi. Les deux autres noms en lice soumis à la population étaient Cap d'Arcet et les Pointes-sur-Mer. Un collectif d'habitants s'était constitué demandant la préservation des noms de l'Aiguillon et de la Faute dans le nom de la nouvelle commune. Mécontent, il pourrait faire un recours devant le tribunal de Nantes. Parlons d'emploi. Comme tous les deuxièmes jeudis de chaque mois, le bus de l'emploi doit être présent demain matin, place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Un bus dédié à l'industrie avec des entreprises qui recrutent et des organismes de formation. Akena Véranda, Beneteau, la Socopa ou encore le groupe Armeton doivent être représentés. Ce bus est donc destiné à tous ceux qui recherchent un poste ou des informations sur le marché de l'emploi. On n'a pas la prétention d'avoir la baguette magique pour trouver la solution à tous les problèmes de recrutement, mais au moins on crée l'opportunité de faire des rencontres entre des candidats et des entreprises. Donc c'est vraiment l'objectif d'avoir une rencontre en direct. Il faut aller à la rencontre des gens parce qu'aujourd'hui c'est la grande problématique des entreprises qui cherchent à recruter, qui ne trouvent pas les candidats. Elles sont là pour parler d'elles, parler de leurs offres d'emploi, parler de leurs spécificités, donc elles sont à leur disposition. En sport et en football, l'arbitrage dans le monde amateur est l'un des chantiers les plus importants pour la Fédération française de football. Et les chiffres sont marquants. En 2016-2017, environ 25 000 arbitres étaient recensés en France. En juin 2021, leur nombre tombe à un peu plus de 20 000, soit une baisse d'environ 5 000 arbitres en 5 ans. En Vendée, le district et la commission de l'arbitrage tirent la sonnette d'alarme. Explication, Alexandre Debray. Bon match. Pour Johan et son assistant Bruno, une nouveauté aujourd'hui. Depuis la semaine dernière, ils ne sont plus que 2 arbitres en D1 au lieu de 3. La faute au manque d'officiels en Vendée, un changement plutôt bien accueilli par l'arbitre central. On va dire c'est la petite cerise sur le gâteau en district, c'est le plaisir d'être à 3 et de tourner à 3. Parce que on a une bonne cohésion et même entre arbitres c'est un peu comme une famille, donc on s'entend bien. Après pour moi ça me dérangera pas, mais c'est toujours la passion qui passe en avant, c'est l'arbitrage. D'être au centre sur le terrain, c'est toujours un plaisir. C'est une nouvelle expérience et c'est une bonne chose pour moi, ça permet aussi de créer des liens avec l'arbitrage et les bénévoles. Plusieurs raisons expliquent cette perte de 70 arbitres en 2 ans. Les fins de carrière, les mutations scolaires et professionnelles, mais aussi la Ligue. Les compétitions régionales récupèrent chaque week-end plusieurs arbitres au district. Des raisons qui s'ajoutent à l'image écornée de la fonction. Si, il y a quand même un problème de recrutement où la vocation d'arbitre ne fait plus vibrer. Enfin, voilà. Ça s'explique rien que dans les matchs professionnels. Quand on voit comment l'arbitre est considéré, ça donne pas envie d'être arbitre à l'heure d'aujourd'hui. Le bras, vous savez, messieurs, comme ça. Ouais. C'est une école de la vie. On apprend beaucoup de choses rien que sur soi. On apprend la vie. Humainement parlant, c'est très enrichissant. À quelques encablures de là, à Belleville, la nouveauté est bien accueillie et pour cause. Enlever des arbitres en D1 permet surtout de replacer des hommes en noir en D3 comme pour le match du jour. Pour avoir un arbitre en D3, il y a de l'enjeu, il y a l'impact physique et un bénévole, il va pas mettre de carton, par rapport à l'équipe adverse peut aussi être déstabilisé ou il pense être défavorisé. Donc non, c'est mieux d'avoir un officiel complètement, oui. Pour le district, la mesure est temporaire. Elle espère former une 50aine d'arbitres d'ici la fin de saison. Si tel est le cas, il y aura assez d'arbitres et pour la D3 et pour arbitrer à 3 en D1. En littérature, à 98 ans, Pierre Mauger est le lauréat du prix de la Société des écrivains de Vendée. Le Sablé a écrit 17 ans en 1940, Résistance, prison, déportation. L'enseignant de Dompierre-sur-Yon, Gwenaël Bulto, remporte, lui, le 2e prix pour La République des faibles. 2 ouvrages qui ont donc remporté les suffrages du jury de l'association. Leur point commun, parler de la Vendée ou être écrit par un Vendéen. La Vendée est vraiment très riche en termes de littérature à travers ces grands événements, que ce soit le Printemps du livre, à travers le prix Charette ou le prix d'aujourd'hui. On souhaite révéler ce qu'il y a de meilleur en termes de littérature vendéenne. C'est l'histoire de ce garçon à partir du 17 juin 1940. Cette révolte intérieure, cette force puissante qui l'anime, qui le dépasse, qui l'entraîne et qui l'amène
des services de renseignement de l'armée du général de Gaulle, puisque je suis français libre. Hein, et ensuite, l'arrestation, la déportation et le retour à la vie 5 ans plus tard. Alors, 17 ans, 22 ans, voilà. C'est simplement ce récit, tout simple, tout vrai, tout sincère. On termine ce journal avec de la musique. L'ensemble de la Symphonie Mosaïque, anciennement appelée Orchestre Symphonique de Vendée, se produit samedi soir à Beaupré-en-Mauges, dans le Maine-et-Loire, et dimanche soir aux Atlantes, au Sable d'Olonne. L'orchestre est composé d'une 40aine de musiciens, parmi eux des professionnels, mais également des étudiants en conservatoire qui apprennent le métier de musicien d'orchestre. Écoutez. La thématique est mer, voyage, aventure, et qui comprendra 2 chansons arrangées pour orchestre symphonique, Les Ports de l'Atlantique de Serge Lama, Les Partons la mer est belle, une chanson de marin traditionnelle. Il y aura Dans les steppes de l'Asie centrale, vous voyez là c'est moins la mer, mais c'est l'aventure, et puis le voyage, l'Orient, etc. Il y aura l'interlude du 3e acte de Madame Butterfly de Puccini, que nous envisageons de donner intégralement en 2023, interlude symphonique, et la symphonie écossaise de Félix Mendelssohn. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain point sur l'information demain dans la matinale de 7h à 9h. Très bonne soirée sur TV Vendée.